Mesdames, Messieurs, bonjour. Alors tout d'abord, merci d'être ici en si grand nombre. Aujourd'hui, j'ai le privilège et le bonheur d'animer cette table ronde. Mon nom est Stéphane Coudé. Je suis auteur et chercheur en stratégie des organisations. Donc le sujet d'aujourd'hui n'est pas du tout dans mes champs de compétences. Néanmoins, je vais essayer d'animer ça du mieux que je peux. Et si jamais j'interprète mal ce que vous dites, n'hésitez pas, s'il vous plaît, à me corriger. Et donc, aujourd'hui, la table ronde porte sur les notions de sécurisation des frontières américaines depuis les attentats de septembre 2001. Et nous avons 4 personnes qui vont venir nous parler de ce sujet qui, principalement, traitera des frontières avec les pays voisins, donc le Canada, d'où je proviens, comme vous pouvez l'entendre, et du Mexique. Alors, nous avons 2 personnes qui vont nous présenter des études de cas et des réflexions sur la frontière États-Unis-Mexique. Il s'agit d'abord de Cléa Fortuné, qui est doctorante à l'Université Paris 3, Sorbonne Nouvelle. Bonjour Cléa. Ensuite, de Marie-Carmen Macias, qui est chercheuse à l'Université Paris 3, Sorbonne Nouvelle. Bonjour. Et ensuite, 2 collègues vont nous présenter des enjeux concernant la frontière États-Unis et Canada. Et donc, il s'agit d'abord de Guillaume Poiret, qui est maître de conférence à l'Université Paris-Est Créteil. Bonjour. Et ensuite, de Pierre-Alexandre Bélier, qui est maître de conférence à l'Université Grenoble-Alpes. Bonjour. Alors, sans plus tarder, je cède la parole à Pierre-Alexandre, qui va nous parler des enjeux avec la frontière canadienne. Bonjour à tous, merci de me permettre d'intervenir ici. Donc, bien avant le court épisode du monde sans frontières que l'on a vu émerger à la fin de la guerre froide, la frontière Canada-États-Unis... Hop, pardon. Excusez-moi, je crois que ça ne fonctionne pas. Vous voyez... Au niveau de la technique, ça passe ici, mais... Alors, pendant que nos collègues essaient de régler les problèmes techniques, je vous demanderai, s'il vous plaît, de garder vos questions pour la fin. Il y aura une période de questions. Comme nous avons peu de temps, chaque intervenant a 12 minutes. Et donc, s'il vous plaît, si vous avez des questions, les réserver pour la fin. À moins, évidemment, qu'il y aurait une question vraiment de clarification. Mais idéalement, ce serait mieux de les garder pour la fin. Donc, comme je disais, bien avant le court épisode du monde sans frontières que l'on a vu émerger à la fin de la guerre froide, la frontière Canada-États-Unis était déjà connue comme étant une frontière ouverte, hautement défonctionnalisée et qui pouvait être traversée en quelques minutes. Connue comme étant la plus longue frontière non défendue au monde, seuls 350 agents de la patrouille des frontières la surveillaient et elle n'avait été le site d'aucune infrastructure militaire ou stratégique depuis la fin du XIXe siècle. Il s'agissait d'une incommodité administrative, pour reprendre l'expression d'un géographe canadien. À l'instar de ses cousines européennes, mais qui, elles, se défonctionnaliseront bien plus tardivement avec l'intégration européenne, la frontière Canada-États-Unis, que l'on appelle généralement de façon un peu abusive le 49e parallèle, a joui d'une situation très particulière tout au long du XXe siècle. Et alors que le gouvernement américain commençait à regarder du côté du front mexicain pour endiguer le trafic de drogue et l'immigration illégale, le 49e parallèle est toujours resté sous le radar politique de Washington. En tout cas, tel a été le cas jusqu'à 2001, jusqu'aux attentats du 11 septembre 2001. En effet, avec la guerre contre le terrorisme lancée par l'administration Bush et poursuivie par l'administration Obama, la frontière Canada-États-Unis a vu voler en éclats sa situation particulière. Je vais donc vous présenter rapidement une partie du dispositif déployé le long de la frontière, avant de vous présenter l'impact que cela a eu sur une communauté frontalière en particulier. Lorsque les attentats du 11 septembre surviennent, celle qui se distingue par son degré d'ouverture
commence à attirer les inquiétudes de l'administration Bush et apparaît comme une source de vulnérabilité, comme le maillon faible dans le système sécuritaire nord-américain. Toutefois, la première réaction de l'administration Bush n'est pas extrême. Au contraire, elle cherche le compromis. Les États-Unis signent donc avec le Canada en décembre 2001 une déclaration sur la frontière intelligente qui vise à la mise en place de ce que George W. Bush lui-même appelle une nouvelle frontière, censée trouver un équilibre entre sécurité et facilitation des flux. Sans rentrer dans le détail de cette politique, je voudrais juste vous présenter cette frontière intelligente et vous montrer qu'en fait c'est une reconceptualisation de la frontière et de la sécurité frontalière, ce qui est en train de se passer maintenant à l'échelle mondiale. En effet, plutôt que d'envisager la frontière comme une ligne, comme un rempart, d'une façon traditionnelle, la frontière intelligente envisage la ligne internationale selon 3 nouvelles logiques. La première logique est la sécurité par palier. La frontière devient non plus la première et unique ligne de défense, mais la dernière. Pour ce faire, s'accompagne une délocalisation de contrôles. Les contrôles frontaliers sont délocalisés par-delà la frontière afin d'identifier et d'intercepter en amont les personnes et les marchandises qui seraient susceptibles de représenter un danger. Avec la mise en place de contrôles préalables, on voit se déployer une frontière réticulaire, pour reprendre l'expression de Anne-Laure Amilazari. La deuxième logique de cette frontière intelligente est la sécurité de l'intérieur. Encore une fois, ce n'est plus la ligne elle-même qui est sécurisée, mais les flux qui la traversent, les flux de marchandises et de personnes. Et enfin, la troisième logique, qui vient en complément de cette seconde logique, c'est ce que Anne-Laure Amilazari, de nouveau, appelle le tri des flux. Les flux sont triés au moyen de programmes de facilitation qui visent à faciliter le passage d'individus et de marchandises préapprouvés car représentant un faible risque, pour que les agents frontaliers se concentrent sur les marchandises et les individus potentiellement plus dangereux. On a donc la mise en place d'une frontière qui se veut être novatrice. Cependant, cela ne représente qu'un volet de la politique américaine post-11 septembre, puisque en parallèle, l'administration Bush va mettre en place toute une série de mesures de façon unilatérale, axée avant tout sur la sécurité, sans forcément se préoccuper de cette recherche initiale d'un équilibre entre sécurité et facilitation. Les raisons sont multiples. Tout d'abord, le Canada s'engage de façon un petit peu tardive en matière de sécurité frontalière. Le déséquilibre qui existe, comme vous avez pu le voir sur la première diapositive, entre la frontière canadienne et la frontière mexicaine attire aussi l'attention de Washington. Et enfin, toute une psychose se développe dans le discours politique, mais aussi dans le discours médiatique, puisque cette frontière sous-défendue, non défendue, apparaît véritablement comme un talon d'Achille le long d'une frontière, le long d'un système frontalier qui apparaît dans son ensemble comme une passoire. Cela conduit à une fortification notable de la frontière, cette fois-ci selon une logique linéaire. Tout un dispositif est déployé aux ports d'entrée, mais également entre les ports d'entrée, de caméras vidéo infrarouges en passant par des capteurs au sol, des portails de détection à rayon X ou rayon gamma, des questionnements accrus à la frontière, une collection davantage de données personnelles, de nouveaux critères d'admissibilité. Bref, tout cela mène à ce que le Canada estime être un épaississement de la frontière, une frontière qui est beaucoup plus difficile à traverser, beaucoup plus coûteuse et beaucoup moins flexible. En première ligne de ce dispositif, bien évidemment, se retrouvent les communautés frontalières qui sont frappées de plein fouet par cet épaississement, par ce changement de paradigme qui va avoir un impact significatif sur les liens qui se sont tissés au fil des années. En effet, le long de la frontière Canada-États-Unis, beaucoup de communautés frontalières se sont construites sur les bases d'une frontière ouverte et non défendue. Et c'est le cas de la petite ville rurale de Stansted que je me propose de présenter aujourd'hui, une petite ville rurale qui se trouve dans le sud du Québec, à 200 km au sud de Montréal, et qui s'est littéralement construite sur la frontière avec son village jumeau de Derby Line dans le Vermont. Cette configuration particulière symbolise véritablement l'amitié américano-canadienne, la relation pacifique que le Canada et les États-Unis partagent. Donc cette frontière, comme vous pouvez le voir sur la diapositive, traverse la communauté. On a une véritable continuité du tissu urbain. Des maisons, des bâtiments sont construits sur la ligne internationale. Les deux villes, les deux villages partagent également des infrastructures, des services publics, le système de traitement des eaux, le service à incendie. On a même une bibliothèque
qui est une bibliothèque et un opéra binationaux qui sont construits sur la frontière pour symboliser encore une fois cette amitié américano-canadienne. On a également une usine binationale que vous pouvez voir sur votre gauche, qui n'est plus en opération de façon transnationale, mais qui l'a été jusqu'à récemment. Nous avons aussi des configurations très spécifiques, telles que la rue Canoussa, qui chevauche littéralement la frontière. La frontière, c'est la ligne jaune que vous pouvez voir, le milieu de la route. Et la partie nord, donc à droite, c'est le Canada. Sur la partie gauche, au sud, les maisons se trouvent aux États-Unis. Enfin, des associations civiles et des institutions viennent sceller les liens entre les habitants, tels que l'association transfrontalière de curling, l'équipe transfrontalière de hockey, le Rotary Club international de Stansted, qui viennent renforcer le tissu social de cette communauté qui donc s'est construit à travers la frontière. Tous ces indicateurs montrent qu'on a affaire donc à une communauté qui structurellement fonctionne comme un tout autour d'une frontière qui pendant longtemps a été invisible. Et cette frontière a été quand même ancrée dans les pratiques spatiales. Elle a joué un rôle central pour cette communauté autour de liens quotidiens, des activités de shopping, des activités de loisirs que je viens de mentionner rapidement, des liens sociaux, les intermariages entre des familles se trouvant des deux côtés de la frontière étaient choses communes, et des activités spécifiques à la frontière se sont développées. On a par exemple du côté américain une station-service adossée à la frontière qui a été placée là pour que les résidents puissent profiter des différentiels qui existent entre le Canada et les États-Unis au niveau des taxes. La frontière a donc joué un élément déterminant de l'identité de la communauté. Et c'est ce qui est ressorti de la plupart des entretiens que j'ai pu mener, puisque j'ai effectué 2 terrains dans cette communauté-là. Les habitants tirent en effet une certaine fierté de leur localisation à la frontière et de leur relation à la frontière. Mais, puisqu'il y a un mais, le dispositif sécuritaire qui a été mis en place depuis les attentats du 11 septembre a conduit à un processus de refrontiérisation, de rebordering en anglais, qui a eu un impact négatif sur la communauté. Ce dispositif sécuritaire est venu insérer une fracture qui, jusque-là, n'existait pas. Parce que, en raison de sa configuration particulière, la ville de Stansted apparaissait comme l'un des nombreux talons d'Achille que le gouvernement américain s'est mis en tête de combler le long de cette frontière soi-disant poreuse, tout un arsenal de mesures qui font écho au dispositif unilatéral que j'ai mentionné précédemment, a été déployé. Comme vous pouvez le voir sur ces photos, des caméras vidéo près de la frontière ont été mises en place, des barrières sur certaines rues pour éviter des incursions illégales, une présence policière accrue, d'abord de la patrouille aux frontières américaines, puis plus récemment de la gendarmerie royale du Canada. Les questions à la frontière se sont renforcées, les contrôles également, et le point d'orgue qui a vraiment changé la donne tant pour la communauté frontalière que pour les relations entre le Canada et les États-Unis, a été l'imposition d'un passeport en juin 2001. Pour pouvoir traverser la frontière, les Canadiens ont dû présenter un passeport aux agents frontaliers, alors que jusque-là, une déclaration orale était suffisante. Ces mesures de sécurité qui sont venues se renforcer de façon graduelle font donc régner une atmosphère oppressante et répressive le long de la frontière, dans cette communauté autrefois tranquille. Les abus sont courants, des abus liés à des pratiques qui étaient jusque-là tolérées. Par exemple, il était toléré de traverser la frontière à des points non désignés pour ensuite aller se rapporter aux douanes. Maintenant, il n'est plus possible pour les habitants de faire ça. Ils sont obligés de se rapporter au checkpoint officiel. Donc, cette tolérance zéro envers ces pratiques ont réellement changé la donne, ont réellement changé la façon dont les résidents appréhendent la frontière. Et tout naturellement, j'ai envie de dire, comme l'attestent ces chiffres, les résidents se sont détournés de la frontière. Alors qu'ils étaient 15 à 20 000 à traverser la frontière, enfin 15 ou 20 000 piétons à traverser la frontière dans les années 90, dans cette communauté, maintenant ils ne sont plus que 2 à 300 personnes par an. Donc une sorte de perte de ce qui faisait la qualité, la particularité de la frontière a été perdue. La frontière qui était invisible et qui fonctionnait comme un lien n'est plus invisible. Le dispositif a créé un véritable mur virtuel qui divise la communauté. La frontière, finalement la frontière intelligente, qui voulait trouver un équilibre entre sécurité et facilitation, ne fonctionne pas vraiment ici. Tout est fait au profit de la sécurité.
Donc pour conclure rapidement, la sécurité frontalière, comme on va le voir à travers les autres présentations, n'est pas un mince défi, c'est indéniable, mais c'est d'autant plus compliqué lorsqu'on a affaire à une frontière comme la frontière canadienne, qui n'a jamais connu cette fonction stratégique ou défensive depuis plus de 130 ans, et qui en plus est l'une des plus longues frontières, si ce n'est la plus longue frontière au monde, et c'est une frontière également diverse. En raison de son fonctionnement ambivalent, à la fois ligne de division et interface, la frontière crée ce que Alain Van Epp appelle une identité prise entre dualité et unité. On peut dire que dans le cas de Stansted et de Derby Line, la politique sécuritaire a fait pencher le curseur du côté de la dualité. Au final, la question qui se pose et à laquelle on va essayer de répondre avec Cléa, c'est quand on insère une fracture dans une communauté autrefois unie, est-ce que ce que l'on perd humainement et socialement, on le gagne vraiment en sécurité? Merci. Merci beaucoup, Pierre-Alexandre, et bravo. 12 minutes exactement. Je suis impressionné, parce qu'on a tendance à être volubile, n'est-ce pas? Maintenant, je céderai la parole à Cléa, qui va discuter donc de la frontière États-Unis-Mexique. Je ne sais pas qui a ma clé USB. Oui, je pense que c'est la clé. Oui, merci. Alors bonjour à tous, je m'appelle Cléa Fortuné, je suis en deuxième année de thèse et contrairement à Pierre-Alexandre, d'ailleurs merci pour ton exposé, je travaille sur la frontière États-Unis-Mexique et plus précisément sur la ville de Douglas en Arizona. Donc vous allez peut-être voir quelques similitudes et puis différences avec la ville de Stansted étudiée par Pierre-Alexandre. Donc Douglas, c'est une petite ville de 15 000 habitants séparée de sa ville voisine mexicaine par un mur depuis 1997. Donc ce mur, on en parle beaucoup aujourd'hui, mais en fait il n'est pas nouveau et il a évolué au fil des années. En sciences sociales, les chercheurs se sont penchés sur la question de l'impact de la frontière États-Unis-Mexique sur les migrants en situation irrégulière, mais peu se sont concentrés sur les résidents frontaliers eux-mêmes. Et c'est donc ce que j'ai décidé de faire à travers une approche pluridisciplinaire. Donc j'étudie le mode de vie des résidents de la ville de Douglas et je cherche à savoir si la sécurité frontalière vient bouleverser leur mode de vie. Lors de cette présentation, je vais donc vous présenter quelques données que j'ai récoltées après 2 mois passés sur le terrain à Douglas, où j'ai mené différents entretiens avec les acteurs locaux. On verra d'abord que le mur à Douglas est en constante évolution, mais qu'il reste perméable aux relations qu'entretient Douglas avec Agua Prieta. Et enfin, on expliquera les différentes significations que revêt la sécurité pour les habitants. Alors, la sécurisation de la frontière, elle a commencé d'abord dans les années 90 en Californie et au Texas pour dissuader les migrants de traverser vers les États-Unis et aussi pour essayer de stopper le passage de la drogue. Et la stratégie qui a été mise en place, c'est appelée la stratégie prévention par la dissuasion, qui avait pour but de stopper donc les migrants, mais qui a en fait eu pour conséquence de les rediriger vers des points d'accès plus dangereux, comme en Arizona, en traversant le désert de Sonora. Donc la ville de Douglas a fait l'objet d'un renforcement des dispositifs sécuritaires. Et la première étape a eu lieu en 1997, où le premier mur est apparu à Douglas. C'était des panneaux en acier qui avaient été utilisés pendant la guerre du Vietnam et c'était dans le but de pouvoir faire atterrir les hélicoptères. La deuxième étape a eu lieu en 2006, quand George W. Bush a signé la Secure Fence Act. Cette loi prévoyait la construction d'une barrière physique sur plus de 1000 km de frontières, ainsi que la construction d'une barrière virtuelle par le déploiement d'une nouvelle technologie, donc notamment des tours équipées de caméras et de radars, comme vous pouvez le voir dans le cercle. Et il y avait aussi des capteurs de chaleur
dans le sol pour détecter le passage de migrants dans le désert. La troisième étape a eu lieu en 2012, quand un deuxième mur a été construit à Douglas, cette fois fait de poteaux en acier. Et ce mur est venu parfois remplacer le premier mur, soit le doubler. Et sur la photo, là, c'est ce qu'on appelle le port of entry, donc le point de passage entre le Mexique et les États-Unis. Et là, on peut parler de triple couche, puisque entre le premier et le deuxième mur, on a en fait un fossé qui est, lui, surmonté de fils barbelés. Et la quatrième étape a eu lieu en 2016, puisque Douglas est apparu comme un laboratoire pour expérimenter des technologies nouvelles avec la mise en place de tours encore plus puissantes. À ces différents types de murs, on peut ajouter les barrières pédestres avec les tourniquets et les barrières contre le passage des véhicules qui sont appelées les barrières de Normandie parce qu'elles avaient été utilisées pendant la Deuxième Guerre mondiale. On a aussi la construction de routes tout le long du mur pour permettre aux agents de la patrouille frontalière de patrouiller. Donc après avoir pris conscience de ce mur et de son dispositif sécuritaire pour séparer les États-Unis du Mexique, je me suis demandé quelles étaient les relations entre Douglas et Agua Prieta. Donc bien que les deux villes soient séparées, en fait, ces deux villes continuent d'entretenir un certain nombre de relations, notamment historiques, puisque depuis leur création, dans les années 1900, les deux villes ont été reliées grâce à la compagnie minière Phelps Dodge, qui a créé en fait la ville de Douglas en tant que ville-fonderie pour transformer le cuivre qui venait des mines alentours, dont le cuivre qui venait d'Agua Prieta. Et la compagnie Phelps Dodge a également créé un chemin de fer reliant les deux villes. Les deux villes sont aussi liées d'un point de vue économique. On a plusieurs catégories de personnes qui traversent la frontière dans les deux sens et qui font ainsi fonctionner les économies locales. On a les travailleurs mexicains qui viennent travailler à Douglas. On a aussi les résidents d'Agua Prieta qui viennent faire leur shopping à Douglas, et en particulier au Walmart, qui est comme le Leclerc ou Carrefour local. Et ces consommateurs mexicains sont nécessaires à la survie de Douglas parce que ce qu'ils dépensent, ça représente 80% du revenu de Douglas. Et on a une troisième catégorie. Ce sont les résidents de Douglas qui, eux, traversent pour aller à Agua Prieta, au restaurant, chez le dentiste, chez le coiffeur, etc. Et un exemple concret, c'est qu'à Douglas, il n'y a pas de cinéma. Le premier cinéma états-unien est à une demi-heure de route. Donc ce que les résidents de Douglas font, c'est qu'ils traversent au Mexique pour aller au cinéma d'Agua Prieta où les films sont projetés en anglais. Les deux villes sont aussi liées culturellement, puisqu'on a des familles mexicaines et états-uniennes des deux côtés qui traversent régulièrement pour aller rendre visite aux familles, à la famille et aux amis. On a les enfants mexicains aussi qui traversent tous les jours pour aller à l'école à Douglas. Et on peut aussi citer la collaboration binationale qui entretient les liens culturels, puisque un exemple concret, c'est que la ville de Douglas, en partenariat avec le centre culturel d'Agua Prieta, a lancé un appel à projet pour peindre le mur du côté mexicain. Donc j'ai rencontré Joe, que vous pouvez apercevoir sur l'image, dont le projet a été choisi. Et il a décidé de peindre une Catrina, qui est le symbole de la fête des morts mexicaine, donc représentée par un squelette féminin. Et il a choisi de peindre cette Catrina en souvenir des migrants morts dans la traversée du désert de Sonora. Donc ces liens historiques, économiques et culturels contribuent aux relations binationales entre les deux villes, et ce, malgré la sécurité frontalière. D'ailleurs, la sécurité frontalière revêt plusieurs dimensions pour les habitants. Donc, à travers les différents entretiens que j'ai pu mener, les interviewés ont défini deux principales notions de la sécurité. On a d'un côté la sécurité locale et de l'autre la sécurité nationale comme étant imposée par l'État fédéral. Donc en ce qui concerne la sécurité au niveau local, donc dans la ville frontalière, lorsque j'abordais cette question avec les habitants de Douglas, la première chose que les interviewés me disaient, c'était qu'ils se sentaient bien à Douglas, que c'était une ville sûre. Quand on se promène dans la rue, on rencontre très souvent la police, le shérif, aussi des agents fédéraux de la patrouille frontalière ou de la CBP. Et d'où le fait que la plupart des interviewés étaient énervés par les images véhiculées dans les journaux qui relaient une image de ville frontalière dangereuse. Donc, ils insistaient sur le fait qu'en effet, Douglas était un lieu de passage de la drogue, mais que cette drogue ne restait pas dans la ville. Elle allait au nord des États-Unis, dans les grosses villes comme Tucson ou Phoenix en Arizona,
là où le taux de criminalité est beaucoup plus élevé qu'à Douglas. En ce qui concerne la sécurité frontalière imposée par l'État fédéral, parmi mes interviewés, il y a 2 grandes catégories qui se sont dégagées. Ceux pour qui la sécurité nationale est nécessaire et ceux pour qui la sécurité nationale ne reflète pas les besoins des villes frontalières et pour qui c'est une perte d'argent. Donc ceux pour qui la sécurité nationale est nécessaire, souvent ce sont ceux qui considèrent que le côté mexicain est dangereux à cause des cartels de drogue. Mais quand je leur demandais s'ils traversaient souvent pour aller au Mexique, ils me disaient que soit ils n'y étaient jamais allés, soit ça faisait très très longtemps qu'ils n'y étaient pas allés. Donc mon hypothèse, c'est que moins ils vont au Mexique et plus ils croient aux histoires relayées par les journaux sur l'insécurité à la frontière, et vice-versa, plus ils lisent les journaux, moins ils vont au Mexique, ce qui contribue à renforcer ce sentiment d'insécurité. Ceux pour qui la sécurité nationale ne reflète pas les besoins des villes frontalières, leur but, c'est plutôt de trouver des solutions pour répondre aux besoins concrets des résidents locaux. Donc, je vais vous parler d'un acteur local très important. C'est un exemple parmi d'autres. Mais cet acteur local s'appelle Frontera de Cristo. Et pour Frontera, la sécurité frontalière n'est pas une solution pour répondre notamment aux problèmes des phénomènes des flux migratoires. Donc Frontera, c'est une organisation humanitaire et religieuse basée à la fois à Douglas et à Agua Prieta. Son coordinateur s'appelle Mark Adams. Et Mark Adams est un Américain qui vit à Agua Prieta et qui a constaté que beaucoup de résidents d'Agua Prieta viennent en fait de l'État du sud du Mexique qui s'appelle le Chiapas. Et ces résidents ont migré du Chiapas à Agua Prieta pour venir travailler dans les usines qu'on appelle maquiladoras, où le salaire est beaucoup plus élevé que dans les champs de café. Donc il y a 15 ans, Mark Adams est allé rencontrer ces producteurs de café au Chiapas et il leur a proposé une solution qui était de créer une coopérative où tous les bénéfices seraient reversés aux producteurs de café. Donc il est venu avec une initiative qui s'appelle Café Justo, Just Coffee. Le principe, c'est que les producteurs de café vendent leurs grains à Frontera, qui les transportent du Chiapas à Agua Prieta, où les grains sont torréfiés, puis emballés, et le café est vendu aux États-Unis et au Canada. Donc cette solution, elle a permis aux producteurs de café de ne pas migrer du Chiapas et de subvenir aux besoins de leur famille. Et ça a très bien fonctionné. Aujourd'hui, il y a même plusieurs coopératives qui se sont développées. Ils ont aussi ouvert un café à Agua Prieta où on peut venir déguster leur café. Et pour les amateurs de café, s'il y en a parmi vous, il y a leur site internet si vous voulez commander leur café. Donc pour conclure, on vient de voir donc la situation à Douglas, qui est une ville frontière militarisée, mais qui reste perméable toutefois aux échanges historiques, économiques et culturels. Ce que nous apprend surtout l'exemple de Douglas, c'est que la militarisation n'est pas nouvelle, bien qu'elle soit très médiatisée aujourd'hui. Et le thème de la sécurisation frontalière, qui fait débat à l'échelle globale, fait aussi débat à l'échelle locale, puisqu'on a des acteurs qui cherchent des solutions autres que celles imposées par l'État fédéral. Donc les acteurs locaux insistent d'ailleurs sur le caractère transfrontalier de leur communauté, ce qui continue d'alimenter le débat sur la sécurisation frontalière. Merci de votre attention. Merci Cléa. Maintenant, poursuivons sur cette thématique de la frontière États-Unis-Mexique avec Marie-Carmen Macias. Merci. Donc, je suis très contente de passer après Cléa et Pierre-Alexandre parce qu'ils ont déjà vraiment donné beaucoup de détails et ça va me permettre, moi, justement, de mettre en perspective l'évolution des relations transfrontalières sur une longue durée pour montrer, justement, en m'appuyant sur ce qu'a dit Pierre-Alexandre, mais avec une problématique qui est celle du Mexique, justement, ce passage de l'ouverture de la frontière au phénomène de rebordering, comme l'avait énoncé David Spinner. Je crois que c'est David Spinner qui reprend ce concept. Et donc, justement, quand on parle de frontières aujourd'hui, on pense mur. Et effectivement, on ne parle que de ça. Avant-hier, mardi, Donald Trump était à San Diego en train de justement voir en dimension réelle 8 prototypes de frontières qu'il dit vouloir déployer, renforcer, alors que, comme l'a dit Cléa, depuis, alors c'est même pas depuis 97, depuis 93, donc à Tijuana en tout cas, la frontière telle que tu l'as montrée au départ, ces tôles
qui sont un recyclage du matériel militaire de la première guerre du Golfe, ont été déployés d'abord à Tijuana, parce que c'était le premier point de passage de la migration. Il y avait 60% de la migration qui passait par Tijuana. Je vais quand même surveiller l'heure. Donc, en fait, le mur, c'est une problématique qui émerge en 93, mais en fait, et le point de rupture, c'est 2001. Parce que, en fait, c'est une frontière ouverte. Et ce qui fait la particularité de cette frontière, sur plus de 3000 km, c'est que c'est l'asymétrie. C'est le seul cas d'asymétrie entre un pays. Il y a quand même 17 fois, enfin le PIB des États-Unis est 17 fois supérieur à celui du Mexique quand même. Et l'interdépendance du Mexique vis-à-vis des États-Unis, mais je dirais même à l'échelle locale, comme l'a montré Cléa, une interdépendance aussi des régions frontalières américaines, états-uniennes, vis-à-vis du Mexique. Donc, interdépendance, 80% des exportations mexicaines sont à destination des États-Unis. La moitié des investissements directs étrangers viennent des États-Unis. Donc, quand Ford renonce à son investissement, 400 millions d'investissements à San Luis Potosí, sous la pression de Donald Trump, eh bien, ça fait mal. Et 90% de l'émigration mexicaine se dirige vers les États-Unis. C'est un cas unique de binôme de migration. Et ça, c'est très important. Et c'est au centre de la discussion. Et c'est ce qui motive le mur qui est construit depuis 1993. Donc, en fait, cette frontière, elle est à la fois, elle règle les relations entre Mexique et États-Unis, mais ça va au-delà, puisqu'on sait que plus de la moitié maintenant de l'émigration qui rentre par la frontière, elle vient aussi de l'Amérique centrale, et que le Mexique est un pays d'émigration, mais aussi de transit. Et à ce sujet-là, puisqu'on parle d'émigration, il est important de remarquer que depuis 2010, c'est quelque chose qui est quand même assez notable pour le dire, eh bien, le solde migratoire du Mexique est tombé à zéro, voire négatif. C'est-à-dire qu'il y a plus de retours de Mexicains vers le Mexique, des États-Unis vers le Mexique, que de Mexicains qui partent vers les États-Unis. Donc ce mur, c'est vraiment attaché aussi un peu à un fantasme de la part des États-Unis. Alors, excusez-moi, je vais pouvoir aller vite. Donc, l'évolution, eh bien, c'est une évolution qui fait qu'on passe d'une ligne frontière ouverte, car on a un peuplement qui est homogène de part et d'autre de la frontière, pour des raisons historiques. C'est que les États du sud des États-Unis étaient anciennement des États mexicains, qui ont été perdus en 1848-1853. Donc, il y a un peuplement assez homogène, qu'il y a, depuis le tracé de cette frontière, donc au milieu du XIXe siècle, une tradition migratoire du Mexique vers les États-Unis, et qui est une migration qui est circulaire, c'est-à-dire que ce n'était pas une migration qui, au départ, avait pour objectif final une installation durable des migrants aux États-Unis. Par contre, le fait de fermer la frontière a pour conséquence que, justement, la migration mexicaine est de moins en moins circulaire et s'installe durablement aux États-Unis. D'ailleurs, actuellement, si l'on compte donc la population qui se déclare mexicano-américaine aux États-Unis représente plus de 35%. 35 millions d'habitants, dont 11 millions seulement, 11 millions et demi seulement sont nés au Mexique. Donc c'est une migration très ancienne qui au départ ne concernait que quelques États du Mexique et qui aujourd'hui concerne tous les États mexicains, qui au départ était concentrée vers le sud des États-Unis, mais maintenant même dans le petit village du Middle West, il y a une communauté mexicaine, et qui s'est généralisée au point qu'on parle de Puebla York, c'est-à-dire les Mexicains de l'État de Puebla qui se sont durablement installés. Donc une
une région qui est ouverte, c'est vrai, et une région qui n'était pas un point de stratégie, une question importante dans les relations Mexique-États-Unis jusqu'à 1965, qui est le moment où le Mexique décide de faire une exception à son modèle de développement économique, qui est un modèle protectionniste, c'est-à-dire l'industrialisation par substitution d'importation, mais qui décide de faire une exception sur la région frontalière en autorisant les investissements directs étrangers à la frontière. Et à partir de là, il y a une croissance sans précédent, avec des délocalisations américaines d'abord, suivies ensuite de délocalisations japonaises, coréennes et même européennes sur la frontière. Et cela va provoquer une forte croissance démographique de cette région, et la frontière est ouverte. Et la région est ouverte même si, depuis 1964, le programme de migration qui encadrait la migration des ouvriers agricoles vers les États-Unis est achevé. Donc, une formidable croissance grâce aux investissements directs étrangers qui font de cette région frontalière mexicaine une région attractive alors qu'elle était complètement désertée, périphérique, avant cette date-là. Donc, on a des villes qui s'accroissent très rapidement, qui sont très peuplées et qui sont un moteur pour l'économie du pays. De façon paradoxale, c'est au moment de la négociation du traité de la LENA en 1993, quand les États-Unis et le Canada décident d'étendre au Mexique leur zone de libre-échange, que se construit le mur et que les partenaires décident d'exclure du traité de libre-échange la libre circulation des personnes. Et à ce moment-là, il n'est plus question de favoriser, justement, on a peur pour les emplois aux États-Unis, ceux qui restent, et donc à ce moment-là, on durcit, mais il existe des échanges qui sont encore importants. Par contre, effectivement, il n'est plus question de favoriser la migration, puisque la dernière vague de régularisation de migrants date de 1986, c'est-à-dire que depuis 30 ans, les États-Unis n'ont plus mis en place de programme de régularisation de migration. Mais en fait, la véritable rupture, en vérité, c'est 2001. C'est 2001 parce que, alors de façon très anecdotique, le Mexique n'avait pas perdu espoir de négocier un assouplissement des règles restrictives de l'immigration aux États-Unis. Et il y avait en septembre-octobre, je ne me souviens plus exactement la date, une visite officielle du président mexicain qui avait été programmée pour justement assouplir cela. Mais vous connaissez la suite, le 11 septembre est arrivé, et à partir de ce moment-là, il n'y a plus été question, justement, de négocier d'assouplissement de la migration pour les travailleurs mexicains. Donc, ce que je trouve intéressant dans la présentation de Cléa, c'est que ça m'évite justement de rentrer dans le détail, et pour expliquer que, évidemment, on passe d'une frontière qui était une interface complètement ouverte, une interface qui s'encadrait, qui était cadrée dans les années 90, et qui, à partir de 2001, on passe à une frontière qui devient un front, c'est-à-dire qui se militarise avec la question, avec le dispositif que vous avez vu, qui se déplace vers le sud avec le programme Smart Frontières Intelligentes, Smart Border. Et donc, il y a, d'un point de vue géopolitique, la participation du Mexique au dispositif de sécurisation, justement, de sécurité, c'est-à-dire qu'effectivement, la ligne frontière est la dernière le dernier contrôle, et que le Mexique devient un glacis, en fait, pour les États-Unis, pour contrôler la migration. Et d'ailleurs, c'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre la signature du traité en 2008 qu'on appelle Initiative de Mérida, où justement, les États-Unis, c'est un traité de collaboration sur la sécurité qui vise à justement combattre
les cartels de la drogue et le crime organisé, mais qui touche aussi la circulation des migrants. D'accord ? Ce qui fait que, en fait, pour les migrants, certains auteurs mexicains parlent de frontières verticales, c'est-à-dire qu'ils doivent absolument subir une frontière sur tout le territoire mexicain. Quelles sont les causes de cette évolution et quelles sont les propositions de Trump? Est-ce que vraiment Trump va marquer une rupture dans tout cela? Pas du tout. En fait, l'évolution, c'est que la migration devient une aventure dangereuse. On a vu avec les dispositifs de murs augmenter rapidement le nombre de morts chez les migrants, parce que ça n'a pas du tout freiné la migration, cela a juste déplacé, parce qu'on a construit le mur dans les points de passage qui étaient les plus fréquentés, comme par exemple à Tijuana, Ciudad Juárez, etc. Donc on passe maintenant par le désert et par la montagne, ce qui provoque des accidents. On est obligé de passer par des guides, par des coyotes, c'est-à-dire des passeurs qui ne sont plus des guides, mais qui sont des intermédiaires qui vont négocier avec les cartels de la drogue, le crime organisé. Et donc, ça va renchérir le prix du passage. Et puis, on a criminalisé la migration. C'est-à-dire que le migrant qui passe, ce n'est plus quelqu'un qui... voilà, on le met en prison. Ces prisons, à 60%, on a mis l'année dernière 400 000 migrants, alors je parle mexicains et centro-américains, en prison, des prisons privées qui ne désemplissent pas. Des prisons privées qui ne désemplissent pas. Et contrairement à ce qu'on pense, sous Obama, eh bien, Obama ça a été l'administration qui a le plus rapatrié, ce qu'on dit déporté, de migrants, 3 millions, plus de 3 millions de migrants, dont 47% n'avaient pas de casier judiciaire, parce que les prisons se vident, avec la crise, les prisons se vident sur la frontière. Je finis juste ça. On en vient à une situation qui, toute chose comparable, toute chose égale par ailleurs, est comparable à ce qui se passe en Europe. C'est qu'on a un problème, ce qui se pose actuellement, c'est un problème de concentration de réfugiés. Je pense notamment aux réfugiés haïtiens qui étaient accueillis aux États-Unis sous un programme d'asile, de réfugiés, du fait du tremblement de terre de 2010 et puis du cyclone Matthew, dont certains étaient partis au Brésil justement parce qu'il y avait des possibilités de travail. Le Brésil étant en crise, sont repartis en traversant la Colombie et l'Amérique centrale vers les États-Unis. Et sous Obama, juillet 2016, on a mis fin aux interviews, aux rendez-vous d'interview de Reasonable Fear, c'est-à-dire qui donne la possibilité de délivrer le statut de réfugié donc aux migrants qui se trouvent sous ce statut-là. Et comme l'administration ne donne pas ces rendez-vous, ils restent à la frontière. En Basse-Californie, il y a à peu près il y a plus de 4500 réfugiés haïtiens qui vivent dans des conditions que vous connaissez, puisque ce sont celles qu'on impose aussi à nos migrants ici en Europe. Donc, tout ça pour conclure, c'est que Donald Trump ne change rien, il a juste des déclarations, mais il continue sur une évolution qui est déjà amorcée depuis bien longtemps. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors maintenant, Guillaume Poiret va revenir sur la frontière Canada-États-Unis avec une dimension davantage économique, n'est-ce pas? Merci. Alors, bonjour. Donc effectivement, on a commencé par le Canada, on va terminer par le Canada. Je vais donc aborder les questions de sécurisation d'un point de vue économique en étudiant un peu les conséquences que ça a sur la frontière et son fonctionnement, en terminant par l'exemple l'exemple le plus célèbre, qui est celui de Détroit-Windsor. Là, on quitte les petites villes, on va dans des villes un peu plus grosses pour le coup, pour voir un peu les conséquences que ça a au quotidien sur le fonctionnement de la frontière. Alors, les économies américaines, effectivement, et canadiennes ont connu une intégration assez avancée, renforcée par les accords de libre-échange. 89, c'est le premier accord de libre-échange avec le Canada, 92 pour l'ALENA. Il y avait déjà des accords auparavant qui concernaient notamment l'industrie automobile, et ça concerne notamment Détroit. Le commerce bilatéral, en 2016, mesuré par StatCan, était quand même, donc Statistique Canada, était de plus de 700 milliards de dollars canadiens
par an, ce qui équivaut à quasiment 2 milliards échangés quotidiennement. Il faut savoir que les produits, généralement, traversent la frontière plusieurs fois, ce qui veut dire que voilà, ça montre un peu l'intensité de ce trafic, et que par ailleurs, certains produits canadiens, ce sont certaines études qui ont montré que certains produits canadiens contenaient à peu près un tiers de composants américains, ce qui veut dire qu'il y a vraiment une intrication assez forte des deux économies, que ces chiffres traduisent bien. Les conséquences spatiales et économiques sont assez fortes aussi, notamment au Canada, puisqu'on estime que les provinces canadiennes ont plus de relations avec les États américains leur faisant face qu'entre elles, ce qui montre bien une intégration davantage verticale qu'horizontale. Pour vous donner un exemple de l'Ontario, qui est la principale province canadienne, en 2016, les exportations de l'Ontario étaient de 20 milliards à destination de l'Union européenne, donc toute l'Union européenne, toute mouillée dans son ensemble, à comparer avec 10 milliards pour le seul État de New York et 53 milliards pour l'État du Michigan. Les importations, 27 milliards pour l'Union européenne, 14 milliards pour l'État de New York et 27 milliards pour l'État du Michigan. Donc là, ça montre déjà aussi qu'au niveau même du schéma général du commerce, il y a bien une intrication très forte qui se caractérise par des échanges importants entre les provinces et les États généralement qui leur font face. Il y a aussi d'autres échanges avec les États qui sont moins limitrophes, mais pour le coup, ces chiffres-là sont quand même assez parlants, montrant bien quand même l'intrication de deux économies et l'interdépendance, si ce n'est la dépendance complète du Canada vis-à-vis de son voisin américain. Beaucoup d'entreprises fonctionnent de ce fait à flux tendu, dépendent d'une frontière fluide et prévisible. De ce fait, lorsque les États-Unis, à partir de 2001, ont multiplié les contrôles, les régulations, mesures de protection de la frontière, ils ont de ce fait augmenté les délais d'attente, mettant à mal cette prospérité, puisque la flexibilité qui caractérisait auparavant le 49e parallèle en a fait progressivement avec ces contrôles une barrière de commerce, ce qui est devenu une source de préoccupation croissante non seulement pour le milieu des affaires, mais globalement a entraîné surtout des fluctuations dans le commerce bilatéral à court et moyen terme. Si le commerce a toujours connu une certaine croissance, force est de constater que depuis 2001, la croissance est moins importante que ce qu'elle aurait pu être, un certain nombre d'études économiques là-dessus, ce qu'elle aurait pu être s'il n'y avait pas eu ces mesures de régulation. Les flux de personnes aussi ont été considérablement affectés. Alors, on a deux manières de les mesurer, les flux de plus de 24 heures et les séjours de plus de 24 heures et les séjours de moins de 24 heures. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'à partir de 2002, vous avez une diminution de l'ensemble de ces flux. Ceux de moins de 24 heures à destination du Canada ont considérablement diminué, donc les Américains voyageant au Canada. Et si la tendance est inversée à partir de 2003-2004, elle n'a jamais réellement réussi à retrouver ce qu'elle était avant 2001. Et plus parlant encore sans doute, les voyages de moins de 24 heures, c'est les courts séjours qui sont souvent des séjours d'affaires ou alors des séjours d'excursions touristiques, ont connu une diminution forte. À destination du Canada, ils ont diminué de 65% entre 2000 et 2010, passant de 28 à 10 millions. Et aux directions des États-Unis, ils ont aussi fortement diminué et aujourd'hui encore sont fortement inférieurs à ce qu'ils étaient avant 2001. Toutefois, effectivement, si c'est une préoccupation au niveau du Canada, c'est une préoccupation beaucoup moins importante à l'échelle des États-Unis, puisque seulement 2,5% du PIB américain dépend des échanges commerciaux avec le Canada. Sous-entendu, manifestement, ils sont peu pressés de solutionner réellement le problème. S'il y a des évolutions qui ont pu être perceptibles et que des programmes qui ont été mis en place pour favoriser un fonctionnement de l'économie, il faut voir que c'est davantage une préoccupation côté canadien. Les coûts d'adaptation sont de ce fait assez importants pour les entreprises. Elles ont dû, celles qui avaient notamment une production qui était vraiment des deux côtés de la frontière extrêmement intégrée, ont vu une croissance notable de 15 à 25% des coûts liés aux encombrements de la frontière, ainsi que donc au coût des inspections secondaires. Certaines entreprises, notamment qui fonctionnaient à flux tendu, ont vu l'augmentation des délais, ce qui a engendré d'importants manques à gagner, notamment dans le secteur automobile, puisque une voiture notamment, dont les pièces, la composante peuvent traverser, certaines études disent jusqu'à 7 fois la frontière, a connu effectivement du fait de ces augmentations de délais d'attente un certain nombre parfois de pénuries, puisque les pièces n'arrivaient pas à temps, et pouvant obliger effectivement les entreprises à arrêter la production, pendant plusieurs heures, ce qui a un coût économique assez fort. Un délai de quelques heures, notamment sur le pont L'Ambassadeur, je reviendrai sur ce qu'est ce pont, représente un manque à gagner d'environ 7 millions de dollars pour certaines entreprises, ce qui indique bien qu'il y a un coût extrêmement important de ces mesures de protection. Le coût est encore plus fort également pour les entreprises de transport. C'est une activité assez particulière qui dépend des bonnes conditions de traversée. Les conducteurs, d'une part, il y a deux types de coûts. Le coût direct pour les conducteurs qui doivent avoir une formation particulière,
et également des entreprises, enfin, les entreprises essaient de leur procurer des programmes spécifiques leur permettant de traverser plus rapidement, notamment les cartes FAST. Et il existe aussi des coûts administratifs pour justement ces entreprises qui traversent régulièrement la frontière. Ces données peuvent varier, mais on estime que c'est entre 14 et 28 millions de dollars pour les coûts logistiques, notamment d'installation des nouveaux systèmes informatiques, etc. Ça a entraîné notamment une mutation progressive du mode de fonctionnement des entreprises transfrontalières. On est passé, entre guillemets, c'est une étude qui le disait, un peu du just in case, qui a remplacé le just in time. C'est-à-dire qu'on a juste au cas où. L'idée, c'est qu'une entreprise va essayer de chiffrer le risque, chiffrer le délai d'attente et s'y adapter en conséquence. C'est donc plus à flux tendu qu'on fonctionne. On essaie de faire des stocks, ce qui a là aussi un coût. Les entreprises, effectivement, essayent d'expédier à l'avance les produits pour être sûr qu'ils arrivent à temps. Également, au niveau américain, au niveau canadien, on essaie d'augmenter les stocks de manière à être sûr que les produits et les composants soient là de manière disponible au moment où la production s'initie. Par ailleurs, au niveau des entreprises logistiques, beaucoup de transporteurs américains ont refusé, à partir d'un certain moment, de traverser la frontière. Et donc, en fait, il y avait un transbordement au niveau de la frontière. Les transporteurs américains laissaient la cargaison et les transporteurs canadiens venaient la chercher pour ensuite repasser la frontière, parce que pour eux, c'était visiblement plus facile. Ce qui indique bien donc des adaptations des secteurs économiques assez importants, qui ont des coûts et qui peuvent fragiliser de ce fait le bon fonctionnement de la frontière et les régions frontalières. Une étude binationale, notamment entre le Michigan et l'Ontario, avait estimé qu'en 2020, les États-Unis pourraient être confrontés dans certains États à des conséquences assez importantes localement. En termes d'emploi notamment, le Michigan, à lui seul, pourrait perdre environ 17 000 emplois en 2020, si rien n'était fait, et 91 000 en 2030. Pour le Canada, le chiffre était par nombre d'emplois, mais en coût de déficit annuel, c'était à peu près 8 milliards de dollars canadiens, l'Ontario étant particulièrement touché du fait de ces coûts frontaliers. Si maintenant on va dans un exemple un peu plus précis, qui est celui de Détroit-Windsor, pour montrer un peu que, sans tomber sur la caricature, il y a bien une conséquence de cet épaississement de la frontière. C'est sans doute effectivement pourquoi c'est l'exemple le plus intéressant, c'est que c'est un des points de passage les plus fréquentés au monde en échange. The Economist, par exemple, affirmait qu'un quart des échanges annuels entre les États-Unis et le Canada transitaient par Détroit et Windsor, parce que, d'une part, c'est le siège des 3 grandes entreprises automobiles, mais qui ont certaines soit des sous-traitants, soit directement des entreprises secondaires au niveau canadien. Et par exemple, on estime que dans la région de Windsor-Essex, qui est donc la subdivision, il y a environ 500 entreprises et donc 50 000 salariés qui dépendent directement du secteur de l'automobile, que ce soit sous forme d'entreprises directement. Il y a Chrysler notamment et Ford qui sont présents, ou leurs sous-traitants, avec donc des échanges quotidiens extrêmement forts. Le deuxième point, parce que ça généralement tout le monde y pense, c'est que vous avez un franchissement de la frontière extrêmement important par des travailleurs canadiens qui viennent, et c'est notamment le cas dans les milieux hospitaliers, qui viennent travailler dans les 2 institutions que sont notamment le Henry Ford Hospital qui est à Détroit, qui viennent travailler quotidiennement, donc ils franchissent la frontière tous les jours. Et ces liens importants entre ces 2 villes, d'ailleurs, se marquent par le fait que le déclin de Détroit, depuis les années 70, a eu des conséquences à terme sur Windsor, puisque c'est une des villes qui affiche le plus fort taux de chômage aux États-Unis, au Canada, je veux dire, montrant bien que l'avenir économique des 2 villes est quand même assez lié. Alors ces échanges se matérialisent aussi d'un point de vue plus factuel, par le fait que vous avez un flux hebdomadaire qui dépasse les 35 000 camions au point de douane, 20 000 à Port-Huron. Port-Huron, c'est un peu plus au nord, et un flux annuel de plus de 5 millions de camions et 19 millions de passagers qui traversent donc cet espace à cet endroit-là précisément. Le trafic a précisément connu une certaine baisse, puis à nouveau une augmentation. Il y a surtout une part à faire entre, d'une part, les difficultés de la ville elle-même, les difficultés de l'industrie automobile à Détroit, et également les mesures de protection. Le constat, c'est cependant que les échanges ont connu une croissance bien plus importante avant les mesures de sécurité qu'après, ce qui indique bien que manifestement, il y a eu un effet assez important de ces mesures de sécurité. L'autre point à prendre en compte, et je terminerai là-dessus, pour montrer quand même qu'il y a encore des échanges, c'est l'obsolescence du matériel. En effet, aujourd'hui, on arrive à une saturation, précisément du fait de l'intensité de ces échanges, des points de passage, le plus célèbre étant l'Ambassador Bridge, construit depuis quasiment un siècle,
qui a la particularité en plus d'être possédé par une entreprise privée, puisque c'est Detroit International Bridge Company qui gère ce pont. Il est non seulement vieillissant, mais en plus il est unique, c'est-à-dire que c'est avec un tunnel unique point de passage entre les deux villes. Et il y a donc preuve que, voilà, tout en ayant des fluctuations, le commerce transnational est quand même assez important dans cette zone. Il y a des réflexions depuis maintenant 2003 pour créer un nouveau pont, lui financé totalement par des fonds publics. Ce qui est intéressant et qui montre d'ailleurs que le problème est plus un problème canadien qu'un problème américain, c'est qu'initialement c'était un projet cofinancé, il y a quand même pas mal d'argent en histoire, et qu'au final, le Michigan ne pouvant plus le financer, c'est le Canada qui va intégralement financer ce pont, y compris en achetant les territoires américains donc qui sont nécessaires à la construction de ce pont. Le pont donc, qui va normalement être initié à partir de 2018, donc cette année. Ça fait quand même pas mal de temps qu'ils en parlent, donc il y a peut-être encore quelques temps à attendre, mais normalement les premières pierres sont censées être posées cette année. Et donc, preuve d'ailleurs de cette symbiose entre les deux villes, il s'appellera alors que je ne dis pas de bêtises, c'est le Gordie Howe International Bridge. Et Gordie Howe est assez connu là-bas, puisque c'est un hockeyeur canadien qui a connu ses plus grandes heures de gloire pour les Red Wings. Alors je suppose que peu de gens savent ce que sont que les Red Wings, c'est la grosse équipe de Détroit. Donc ça montre bien que les échanges transfrontaliers, sont assez anciens, parce que c'est un vieux hockeyeur, et que deuxièmement, il y a une perméabilité de cette frontière, indépendamment des mesures de protection. C'est fini. Merci Guillaume. Alors maintenant, nous sommes disposés à recevoir vos questions. Oui, est-ce que vous apportez des micros, oui? OK. Vous vous demandez d'attendre le micro, parce que je pense que c'est enregistré. Pour qu'on vous entende bien. Oui, bonjour. J'aurais voulu qu'on évoque la question linguistique au niveau de la francophonie et au niveau des langues latines, espagnol, portugais, avec la frontière notamment avec le Québec, c'est ça? Voilà, je voulais évoquer cette question. Est-ce qu'il y a... Oui. Alors, justement, on en parlait hier avec Cléa. Ce qui est assez intéressant de voir, c'est que en raison de la politique linguistique et culturelle des États-Unis, les Canadiens français qui émigrent aux États-Unis, la plupart du temps, ne gardent pas leur langue, en fait. Et c'est assez parlant, notamment dans cette ville frontière, où, dans le Vermont, les gens sont plutôt, même à majorité, anglophones, et le français n'est quasiment pas parlé. Donc là, je suis en train de mettre au point des questionnaires pour justement interroger les habitants sur leurs pratiques linguistiques et pour essayer de savoir justement quel transfert linguistique il existe entre le Canada et les États-Unis, sachant que quand même Stansted aussi est une poche anglophone au Québec. Tout n'est pas anglophone ou francophone au Canada. Par contre, j'avais lu quelque chose qui disait que sur la frontière, je crois que c'était Québec-Maine, pareil, en une ou deux générations, la langue n'était pas gardée par les communautés. Après, je pense que c'est différent. Vous voulez rajouter? Oui. À Douglas, en tout cas, quand on va faire ses courses, quand on va dans un magasin ou autre, la première langue dans laquelle les gens s'adressent à vous, c'est l'espagnol. Après, quand ils comprennent que vous ne parlez pas forcément espagnol, ils vous parlent en anglais, donc la plupart des gens sont bilingues. Et après, c'est un espagnol qui est particulier aussi à la frontière, c'est pas l'espagnol de Mexico, la capitale, ou de l'Espagne, c'est vraiment un espagnol particulier à la frontière qui combine des mots américanisés. Oui. D'autres questions? S'il vous plaît, si vous avez d'autres questions. Sinon, j'en aurai, moi. Maybe I'll do it in English. Alors, oui, allez-y. Est-ce qu'il existe des Européens qui migrent au Canada pour aller aux États-Unis travailler? Actuellement, vous voulez dire? Alors actuellement, du coup, je ne peux pas forcément répondre, mais historiquement, c'était vraiment quelque chose de traditionnel. Beaucoup de personnes émigraient d'abord au Canada pour après aller aux États-Unis. En fait, c'était juste un lieu de passage et les gens continuaient à aller aux États-Unis.
le point assez drôle, c'est que c'est très peu documenté par StatCan pour le coup. Statistique Canada s'intéresse beaucoup aux migrations, mais pas à ce que deviennent les migrants. Et notamment, il y a très peu d'études sur ce qu'ils deviennent après 5 ans ou après 10 ans. Donc c'est connu, mais statistiquement, c'est peu documenté. D'autres questions? Oui. Bonjour, merci pour votre intervention. On constate bien que ce sont les États-Unis qui se sont construits comme une forteresse. Comment réagissent les différents gouvernements canadiens et mexicains? Ils ont définitivement fait allégeance aux États-Unis. Est-ce qu'il y a des contestations? Est-ce qu'ils ont les moyens de contester cette politique états-unienne? Pour le Mexique, clairement, ils n'ont pas trop les moyens de contester, mais mais le nationalisme mexicain est traditionnel. C'est quelque chose qui construit l'identité nationale. Donc, de toute façon, systématiquement, il y aura protestation. Et ça s'est vu tout au long. Ce qui est difficile actuellement, c'est qu'il y a protestation et en même temps, il y a maintien des relations diplomatiques, ce qui coûte cher actuellement au gouvernement actuel. Le chef de la diplomatie mexicaine, Luis Videgaray, a été vraiment mis sur la sellette même au Sénat pour avoir organisé pendant la campagne de Trump la visite officielle en tant que candidat, visite qui s'est soldée quand même par un affront dès le lendemain lorsqu'il était en Arizona. Et le mois dernier, il était prévu une visite du président Enrique Peña Nieto à Washington, qui a été à la dernière minute décommandée parce que les Mexicains n'obtiennent pas de Trump de revoir son vocabulaire et ses déclarations, et notamment l'histoire de la note qui serait passée de la construction du mur. Il faut savoir que les 8 prototypes qui ont été présentés avant-hier, le prototype lui-même en grandeur nature coûte chacun $300 000 et il est prévu 20 milliards à peu près au bas mot non pas pour étendre le mur, mais pour le perfectionner, c'est-à-dire qu'on rajoute une couche. C'est pas vrai qu'on va fermer on veut remettre une autre couche technologique au même endroit. C'est devenu carrément une forteresse. Et donc, avant-hier, Trump a encore tweeté que le président mexicain était fou de lui avoir demandé de justement mettre en sourdine sa revendication de paiement. Donc là, cette année, ce sont les élections. Et pour le 1er juillet, élection présidentielle, Anaya, qui est le candidat du PAN, c'est-à-dire de la droite, même lui fait haro sur Trump. Mais ils n'en ont pas les moyens parce qu'effectivement, il y a une interdépendance très grande. Pour le Canada, c'est un petit peu pareil. En fait, les choses ont été compliquées sous George W. Bush, où les relations entre le Canada et les États-Unis étaient vraiment très très compliquées. Il y a eu beaucoup de tensions diplomatiques. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans les 2 années qui ont suivi le 11 septembre, l'administration Bush a proposé au Canada la mise en place d'un périmètre de sécurité, un petit peu à l'image de l'espace Schengen, que le Canada a refusé pour justement ne pas être englouti par son voisin américain. Et c'est vrai que, à l'instar du Mexique, le nationalisme canadien a toujours été très présent, ne pas être harmonisé, ne pas devenir un satellite des États-Unis. Et en fait, pendant longtemps, le Canada pensait réussir à se ménager une place au soleil, à se ménager une série d'exemptions, comme ça avait été le cas pendant toute son histoire. Et en fait, avec le 11 septembre, non, le Canada a été banalisé. En fait, tout ce qu'on a pu décrire, autant vous que moi, c'est en fait une mexicanisation de la frontière canadienne, parce qu'avec le 11 septembre, la politique frontalière américaine est passée à une homogénéisation, à une politique one face at the border. Donc vraiment, toutes les frontières doivent être traitées de la même façon. Donc pour le Canada, il faut réussir à ménager un peu la chèvre et le chou. Ils sont dépendants, ils ne peuvent pas se replier, même si c'est un petit peu ce qui a été fait sous Bush. Mais la réponse a été l'unilatéralisme américain. Il faut réussir à trouver un compromis entre une coopération qui permette quand même aux échanges de se passer de façon la plus fluide possible, sans forcément s'harmoniser totalement.
et perdre son indépendance, sa souveraineté, si importante pour le Canada. À la même période, il y a eu aussi l'établissement de postes frontaliers au sein du territoire canadien, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on va vers les États-Unis, on passe une frontière américaine à l'intérieur même de l'aéroport. Comment vous interprétez? Oui, mais alors du coup, ça faisait partie d'une des mesures de la frontière intelligente, pre-clearance, je ne sais pas comment on traduit en français, c'est les contrôles préalables qui ont réussi à être mis de façon assez rapide pour les aéroports. Donc c'est vrai, quand on est à Ottawa, Montréal, Halifax, on passe les contrôles américains d'abord, mais ce qui pose finalement pas problème dans les aéroports, dans les aéroports, que ce soit au Canada ou dans tout le monde, on a des contrôles qui sont délocalisés. Par contre, quand ils ont voulu mettre ça en place le long de la frontière terrestre, ça a posé beaucoup de problèmes. Et je crois que c'était en 2007 ou 2008, le projet a été abandonné pour des raisons juridiques, parce que les gardes frontaliers américains armés auraient été présents sur le territoire canadien. Et ça, pour le Canada, c'était compliqué. Depuis 3-4 ans, ils ont commencé à en reparler. Et là, à l'heure actuelle, il y a un pilote qui a été mis en place dans la région des Chutes du Niagara. Et normalement, ça devrait prendre place. Mais ça, entre 2001 et maintenant, ça a pris un certain temps pour des raisons, encore une fois, de souveraineté et de mainmise, en fait, un petit peu des États-Unis sur la politique canadienne. Alors ça, par contre, ça a été carrément refusé au Mexique. Hein. Il y a eu beaucoup plus de clauses au Canada qu'au Mexique. Hein. Je vais me dire d'un point de vue anecdotique, mais c'est assez intéressant, c'est que ça a été difficilement mis en place au début, mais que maintenant ça fonctionne non seulement très bien, mais c'est beaucoup plus rapide au Canada qu'aux États-Unis, ce qui fait que c'est un conseil, mais si vous avez un vol aux destinations d'Amérique du Nord et que vous avez un transfert, enfin une correspondance, vaut mieux passer par le Canada, où vous allez beaucoup plus vite à passer la douane, que de passer par les États-Unis, où en général, vu le peu de douaniers et vu le nombre de gens qui attendent, vous en avez pour 3 heures et vous ratez votre correspondance. D'accord. Alors, d'autres questions, s'il vous plaît? Commentaires, suggestions? Oui, derrière, là-bas. Est-ce que quelqu'un peut... Excusez-moi, est-ce que vous pouvez respecter la parole des intervenants? Merci. Merci. Je n'osais pas le faire. Je voulais savoir, concernant la frontière des États-Unis et du Mexique, entre Douglas et Agua Prieta, vous avez interrogé combien de personnes à peu près pour savoir leur avis sur la sécurité frontalière environ? Je ne sais pas où vous vous trouvez dans la salle, mais... Ah, d'accord. Ah oui, pardon, merci. J'ai interrogé en tout environ 25 personnes qui m'ont donné leur avis sur ce qu'ils pensaient de la sécurité entre Douglas et Agua Prieta, à la fois des gens à Agua Prieta et à Douglas. Donc très clairement, au Mexique, ceux qui vivent à Agua Prieta, ils ne supportent pas le mur. Et c'est pour ça aussi qu'ils ont décidé de le peindre. Ils considèrent ça un peu comme de l'ironie vis-à-vis des États-Unis. Après, à Douglas, ceux qui vivent à Douglas, en ce qui concerne le mur, en fait, ils le voient plus. Pour eux, il est juste là et ils disent que ça n'a aucune conséquence pour eux dans leur vie quotidienne, si ce n'est les longues queues aux heures de pointe pour passer la frontière. Parce que beaucoup traversent de façon journalière la frontière. D'accord, merci beaucoup. Avec tout. D'autres questions? J'en aurais une pour Guillaume dans ce cas. Vous avez évoqué tout à l'heure dans votre exposé une diminution de migration, en fait pas de migration, mais de tourisme ou de déplacement entre la frontière Canada et les États-Unis. Mais est-ce qu'à cette époque aussi, il n'y avait pas un phénomène qui était lié au taux de change, c'est-à-dire la valeur du dollar canadien versus le dollar américain? Il y a aussi cet aspect-là qui joue. Il y a c'est pour ça que c'est très difficile de mesurer d'un point de vue strict l'effet des mesures d'épaississement, parce qu'il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en ligne de mire, notamment le taux de change qui peut jouer dans un sens comme dans l'autre suivant la période. Globalement, ce qui est intéressant, c'est de regarder un peu les périodes précédentes et voir si on observait les mêmes diminutions ou les mêmes effets. Ils étaient quand même moins nets, ce qui veut dire que le taux de change ou pas taux de change, manifestement, vous pouvez voir une diminution, mais quand on est à 28, 29 millions et qu'on passe à 27, il y a une diminution, mais elle n'est pas très nette. Quand on passe de 28 à 16, manifestement, il y a quelque chose qui est quand même assez net. Et
Pour le coup, c'est le même exemple qu'à Stansted, c'est qu'il y a eu une vraie plongée à un moment et on n'a pas retrouvé des périodes antérieures, ce qui indique bien qu'il y a quelque chose de plus structurel que le... On a eu la même chose sur la frontière mexicaine en 2001. Il y a vraiment un net... et d'ailleurs, ça a été terrible pour certaines villes qui étaient spécialisées dans le tourisme frontalier ou excursionniste. C'est-à-dire que, par exemple, à Tijuana, pratiquement, il y a une rue qui s'appelle la rue de la Révolution, qui était tous les week-ends fréquentée par les jeunes Américains, ceux qui vous pouvez venir boire, qui n'avaient pas 21 ans, qui venaient boire et danser en discothèque. Et là, c'était vraiment terrible parce que tous les commerces étaient fermés. Alors là, donc, il y a eu l'effet 2001, et puis alors, ensuite, il y a eu l'effet guerre contre le narco, qui a été, alors là, ça a été... la ville était déserte, on ne reconnaissait plus la ville, c'est-à-dire que c'était une ville qui fonctionnait 24 heures sur 24, et là, à 9 h du soir, on ne croisait personne dans le centre, quoi. Donc il y a un effet 2001, c'est vraiment il y a un repli, les contrôles, et puis le fait que maintenant on exige parce que les Américains passaient sans carte d'identité, bien sûr, sans passeport, et là quand même on leur conseille de venir avec une pièce d'identité, un acte de naissance. Moi j'ai vu des Mexicano-Américains avec leurs actes de naissance pour prouver qu'ils étaient bien résidents et de nationalité américaine, chose qui n'existait pas avant. Merci. Je voulais savoir s'il y avait une spécificité pour l'Alaska. Est-ce qu'il y a des flux entre l'Alaska et le reste des États-Unis qui passent par le Canada J'avoue que j'ai jamais vraiment regardé la question. C'est un petit peu les montagnes, le désert. Je crois qu'il y a une spécificité un petit peu comme à Stansted. C'est une ville américaine qui n'est accessible que par le Canada. Mais vraiment, c'est une petite ville de trappeurs. Alors après, oui, c'est la région où il y a le plus grand nombre de parcs canadiens et parcs américains. Et c'est pas par souci de l'environnement uniquement, c'est aussi parce qu'il n'y a personne, c'est facile de les mettre en place. Je pense que la plupart des circulations se font par bateau après. Les distances sont assez importantes et je pense que c'est plutôt par bateau. Je ne suis pas encore allé. Il faut y aller toujours pour vérifier. Ça se trouve, il y a une noyade de camions qui nous a échappé, mais... Le nord du Canada est relativement vide. Enfin, oui, il y a 80% des habitants qui se concentrent au sud, à 200 km de la frontière, mais la frontière sud, du coup, en Alaska, il n'y a personne. Enfin, il n'y a pas grand monde. Merci. Alors, en terminant, je vous demanderais peut-être, qu'anticipez-vous pour l'avenir? Peut-être une petite tournée? C'est moi qui veux la prospective. A priori, je pense que c'est un peu ce qu'on disait, c'est que ce sont des frontières qui sont quand même de part et d'autre, hein, mais qui sont vraiment très... qui fonctionnent vraiment sur une vraie intégration et qui me paraît difficile, peu importe les gouvernants qui passent, de changer cet état de fait, parce qu'il y a des réflexes relativement anciens qui ont été mis en place, avec une vraie intégration des entreprises, des habitants, etc. Ça me paraît difficile d'être sur une thématique autre que ouverture-fermeture, à savoir d'un côté, on peut peut-être sécuriser, contrôler davantage, mais en maintenant des points d'ouverture assez nombreux pour faciliter la circulation. Parce que voilà, le commerce bilatéral n'a pas diminué. Il a augmenté moins fortement, mais il n'a pas diminué. 2 milliards de dollars par jour, ça reste quand même quelque chose de difficile à clore du jour au lendemain. Donc, je vois pas de... Je vois toujours, en ce moment, là, dans les 10 prochaines années, peut-être une poursuite de cette dynamique de contrôle, surveillance, et de l'autre côté, point d'ouverture et facilitation dans la mesure du possible du passage. Pour Douglas, c'est pareil. Un renforcement des contrôles. Comme le disait Marie-Carmen, maintenant, pour revenir du côté des États-Unis, les douaniers demandent aux Américains leur passeport. Le permis de conduire ne suffit plus. Mais quand même un renforcement des échanges binationaux, puisque Douglas se tourne vers Agua Prieta et le reste du Mexique pour sa survie. Il ne se tourne pas du tout du côté américain, puisque quand il demande des fonds pour augmenter leur économie locale, le gouvernement fédéral refuse. Donc il se tourne vraiment vers Agua Prieta pour survivre. Alors pour le Canada,
Il faut savoir qu'en 2011, le Canada a signé avec les États-Unis un autre accord, l'accord par-delà la frontière, qui vise un petit peu à réparer la frontière intelligente et la rendre véritablement intelligente pour mettre l'accent vraiment sur la facilitation. Donc ils se sont rendus compte qu'il fallait vraiment réussir à trouver un équilibre pour pas simplement fermer de façon unilatérale cette frontière. Après, avec Trump, je pense qu'il est assez compliqué d'anticiper les choses, puisqu'il faut quand même savoir que l'ALENA est en train d'être renégociée. On ne sait pas forcément ce qui va vraiment ressortir de ces négociations, mais Donald Trump est tellement imprévisible que moi, ça ne m'étonnerait pas de le voir construire un mur le long du Canada. Il pourrait très bien sortir ça, parce qu'il faut voir quand même que la sécurité frontalière, le renforcement des contrôles, c'est avant tout un argument électoral qui, au final, n'a pas une vraie valeur sur le terrain. Et c'est quelque chose de très, 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 très cher. Et on le voit en France. Je pense que l'Amérique du Nord pourrait un petit peu servir de laboratoire négatif à ce qu'on veut mettre en place en Europe, ou à ce que certains discours politiques veulent mettre en place en Europe. Tous les gens qui appellent à la fin de Schengen, à la reprise des contrôles aux frontières, je crois qu'ils ne se rendent pas vraiment compte de la difficulté que c'est de revenir en arrière lorsque les économies et les pays sont intégrés de façon aussi profonde, ou intriqués de façon aussi profonde. Ben oui, moi je vais dans le même sens. Effectivement, en fait, on assiste à une complexification de la frontière. C'est-à-dire qu'il y a, moi je parlerais de millefeuille, c'est-à-dire il y a un millefeuille avec finalement l'émergence de privilèges, le privilège à la circulation, ça va devenir et donc ça va, on va vraiment, enfin moi je parle de capital spatial, c'est-à-dire que ceux qui peuvent se permettre d'avoir accès, parce qu'ils ont les moyens de payer le passage rapide, vont le faire, avec évidemment le contrôle en amont du FBI qui donne l'autorisation, etc. Ça, c'est une chose. Et de ce fait, la frontière, elle ne sera pas non plus au niveau des pratiques sur la ligne même, mais aussi dans les points d'entrée dans les aéroports, parce que ce sur quoi j'avais travaillé récemment, c'est la migration des classes supérieures aisées, classes moyennes et classes CSP+, qui rentraient parfois même illégalement résider aux États-Unis, mais pas par la frontière, en arrivant directement en avion. Et en fait, l'immigration illégale, elle passe d'abord avec l'avion et pas seulement sur la frontière. Donc c'est vraiment un fantasme, cette frontière. Merci beaucoup à tous nos intervenants. Merci en particulier à Guillaume qui a organisé ça. Et merci à vous pour vos questions et votre participation.